Bonjour, c'est Bertrand Lebovici. On est aujourd'hui le mercredi 10 mai 2023. J'aurais dû donner la date systématiquement, mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Mercredi dernier, j'ai commencé à vous parler de la réduction des risques et je voudrais continuer à le faire aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de choses à dire. Comme vous l'avez compris, la réduction des risques accorde une importance toute particulière aux associations d'autosupport, aux associations d'usagers de drogue, parce qu'elle pense que les usagers ont un rôle spécifique à jouer dans la définition de politiques de drogue qui les intéresse au premier chef. Par ailleurs, la réduction des risques entretient des liens particuliers, des liens spécifiques, ils ne sont pas exclusifs d'ailleurs, mais des liens particuliers avec les publics précaires, avec les populations marginalisées. Je vous en donne un exemple. En Suisse, en 1992, l'Office fédéral de santé publique, qui est l'équivalent de notre Direction générale de la santé, a présenté un plan de santé publique en matière de drogue et a présenté ce qu'on appelle la théorie des 4 piliers. Alors vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Les 3 premiers piliers sont les piliers habituels des politiques en matière de drogue, la répression, en particulier du trafic, la prévention et le soin. Mais il y avait un 4e pilier qui s'est appelé aide à la survie, et cette aide à la survie est assez rapidement devenue la réduction des risques, et ça montre bien le lien particulier, mais non exclusif encore une fois, que la réduction des risques entretient avec les publics précaires. Comme je vous l'ai dit, les programmes d'échange de seringues, qu'ils soient fixes ou mobiles, et les traitements de substitution opiacée qui relèvent du soin, mais qui en particulier en France ont été promus par les partisans de la réduction des risques, sont les tout premiers dispositifs auxquels on pense. Mais il y en a d'autres, et je voudrais dire un mot de 3 situations ou de 3 types de programmes particuliers. Le premier, c'est les salles de consommation à moindre risque, ce qu'on appelle parfois salles de shoot. Alors ce sont des lieux dans lesquels les personnes viennent avec les drogues qu'elles veulent consommer. Ce point est tout à fait important et vous le comprendrez dans un instant. Donc ils viennent avec ces substances, ce sont des endroits dans lesquels il y a du personnel médical, donc les gens apprennent à shooter propre, apprennent à injecter propre, ce qui diminue évidemment les risques de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, par le VIH ou par le virus de l'hépatite C. Deuxième avantage, si ces personnes font une overdose, on a tous les moyens sur place d'intervenir rapidement et de les sauver. Normalement, une SCMR, c'est gagnant-gagnant et pour les usagers de drogue et pour les riverains. Pour les usagers de drogue, pour les raisons que je viens d'indiquer, et pour les riverains parce qu'il y a moins de personnes qui injectent dans la rue au vu et au su de tout le monde. Mais on verra que parfois c'est plus compliqué que ça et qu'il peut y avoir un certain nombre de conflits. Des SCMR, il y en a dans un grand nombre de pays européens. La première salle de consommation a été ouverte à Berne, en Suisse, en 1986. En France, il n'y a actuellement que 2 SCMR, l'une à Paris, et c'est bien peu pour cette très grande ville, et puis une autre à Strasbourg. Plusieurs projets sont en attente, comme à Marseille ou à Bordeaux. Alors, assez souvent, on confond les SCMR avec les programmes de prescription d'héroïne médicale. Et ça n'a rien à voir. Le seul point commun, c'est que dans les 2 cas, des usagers injectent une substance dans un lieu spécifique. Mais en dehors de ça, tout est différent. Car dans les programmes de prescription d'héroïne, l'héroïne médicale, la diacétylmorphine, est fournie par le programme. Alors qui rentre dans ces programmes? Habituellement des personnes qui ont échoué
dans les autres modalités de prise en charge, y compris les traitements de substitution opiacés par méthadone par exemple. Les doses sont discutées, les personnes viennent 2 ou 3 fois par jour, 7 jours sur 7, donc il faut bien comprendre que ce sont des programmes qui sont très exigeants. Les gens remettent leur permis de conduire de sorte qu'il n'y ait pas une situation où quelqu'un qui est dans le cadre d'un programme de prescription d'héroïne blesserait ou tuerait un ou des passants en étant au volant d'une moto, d'une voiture ou d'un camion. Alors, des programmes de prescription d'héroïne, ils ont commencé en Suisse, mais il y en a maintenant dans plusieurs autres pays européens comme l'Allemagne ou la Hollande, par exemple. Et puis, il y a un troisième domaine dans lequel la réduction des risques a une importance, et c'est là que c'est le moins développé, c'est la prison. Officiellement, il n'y a ni rapport sexuel, ni consommation de drogue en prison. En réalité, les choses sont bien plus compliquées et il est important de pouvoir faire de la prévention de la transmission de maladies sexuelles en mettant à disposition des préservatifs ou, pour ceux qui injectent des drogues, de mettre à disposition des seringues propres. Mais c'est certainement le domaine de la réduction des risques qui, dans le monde et y compris en Europe, avance le moins vite. Alors voilà, tous ces dispositifs sont des dispositifs qui relèvent de la réduction des risques. Mais la réduction des risques a eu une influence très au-delà de ces seuls dispositifs, et c'est ça dont je voudrais vous donner une idée maintenant. Dans plusieurs pays européens se sont développés des programmes d'analyse des drogues issues du marché clandestin. Sans rentrer dans trop de détails techniques, dans le meilleur des cas, ce sont des programmes qui visent à comprendre quelles sont les quantités et quelles sont les qualités des drogues qui sont sur le marché clandestin. Toutes les drogues issues du marché clandestin sont des boîtes noires. On ne sait pas ce qu'elles contiennent. Elles peuvent contenir des produits de coupe plus ou moins dangereux, elles peuvent être plus ou moins pures ou moins pures, et une part de leur dangerosité est liée à ce caractère tout à fait aléatoire de la composition de ces substances. En France, il existe un programme particulier qui est piloté par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies et qui vise à comprendre quelles sont les substances issues du marché clandestin et quelle est leur composition. Je vous donne un autre exemple d'une influence que la réduction des risques a eue sur un domaine a priori assez éloigné et qui est celui de l'alcool. Très longtemps, dans le champ de l'alcool, on ne proposait aux personnes alcoolodépendantes, aux personnes alcooliques pour le dire avec un mot qui n'est pas un mot issu du monde médical, donc on proposait à ces personnes l'abstinence, et c'était la seule proposition de soins qu'on pouvait leur faire. Ça explique d'ailleurs en partie le nombre considérable d'échecs dans le cadre de cette offre de soins. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on a commencé à travailler sur une autre offre de soins qui est ce qu'on appelle la consommation contrôlée. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que je le ferai certainement un jour quand je parlerai de l'alcool. Et il faut parler de l'alcool, qui est une des drogues qui tue le plus dans le monde, même si c'est une drogue légale. Avec l'alcool, les dégâts provoqués par l'alcool ne sont pas linéaires. Ça veut dire que, prenons l'exemple de quelqu'un qui boit 2 bouteilles de 70 centilitres de whisky, ce qui est évidemment considérable. Eh bien, si on a comme objectif de diminuer cette consommation par 2, au moins dans un premier temps, et de passer de 2 bouteilles à 1 bouteille, on ne va pas diviser par 2 les conséquences négatives de l'alcool sur la santé de cette personne, mais par un facteur bien plus important, par 5, par 10, parce que ça n'est pas linéaire, c'est exponentiel. Donc voilà une proposition de soins qui est issue de la réduction des risques.
Je voudrais encore vous dire 2, 3 autres choses sur les liens entre la réduction des risques et la politique. D'abord, il faut savoir que dans les instances de l'ONU qui s'occupent de drogue, le mot réduction des risques, harm reduction, n'a pas droit de citer, car un certain nombre de pays considèrent que la réduction des risques est le faux-nez et le cheval de Troie de la légalisation des drogues. Est-ce qu'ils ont raison de penser ça? Non. Pourquoi n'ont-ils pas raison de penser ça? La plupart des partisans de la réduction des risques sont favorables et luttent pour une réforme des politiques de drogue. Ça ne veut pas dire que tous sont favorables à la légalisation de toutes les drogues actuellement illicites. Ils sont, dans bien des cas, on peut dire même dans presque tous les cas, favorables à la légalisation du cannabis. Mais après, les choses peuvent changer. En revanche, ce à quoi les partisans de la réduction des risques sont toujours hostiles, c'est ce qu'on appelle la prohibition punitive, celle qui ne laisse de place qu'à la répression, celle qui ne finance pas la santé publique, celle qui est hostile à tous les dispositifs dont je vous ai parlé aujourd'hui, qu'il s'agisse des programmes d'échange de seringues, des traitements de substitution opiacés, des salles de consommation à moindre risque, des programmes de prescription d'héroïne dont on notera, j'ai oublié de vous le dire, qu'il n'y en a toujours pas en France, ou de la réduction des risques en prison. Donc effectivement, les politiques les plus caricaturales de prohibition, les partisans de la réduction des risques, y sont tout à fait hostiles et ils sont tous favorables à une réforme des politiques de drogue, mais ensuite s'ouvre un large débat sur quelles substances légaliser, quel type de contrôle, quel type de politique mettre en place pour telle et telle substance. Et ça, c'est un très vaste domaine que j'espère, j'aurai le temps, si Dieu me prête vie, de vous raconter dans les semaines, les mois et les années qui suivent. Donc vous voyez que je suis quand même sacrément optimiste. Et bien sur ces bons mots, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère vous retrouver mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.